Depuis quelque temps, nous assistons à Mayenne à une floraison d'associations qui se créent pour restaurer, entretenir, sauvegarder des chapelles, des églises et même des basiliques. En voici une nouvelle association qui veut venir au chevet d'une basilique, lieu de pèlerinage également, bien cher aux Lavallois et aux Mayennais. Je parle bien sûr de la basilique Notre-Dame d'Avénières, de la paroisse Trinité, Avénières-Cordeliers à Laval. Alors avant de donner la parole au président de cette nouvelle association, ainsi qu'à l'organiste titulaire de l'orgue de Notre-Dame d'Avénières, je vous propose un petit tour de reconnaissance autour et dans ce bel édifice dont on qualifie le style de roman fleuri. Et pour vous parler de la basilique d'Avénières, je m'inspire d'un excellent petit opuscule qui avait été réalisé en 2008 par l'équipe pastorale et le curé de la paroisse de l'époque. Alors Notre-Dame d'Avénières, c'est une œuvre de foi à laquelle 10 siècles n'ont cessé de travailler. Au IXe siècle, une antique église existait déjà. Au XIe, Yves de Saint-Berthevin la fait reconstruire et la consacre à la Vierge. Enfin, vers 1070, l'église est donnée aux religieuses bénédictines de l'abbaye du Ronceret d'Angers, qui s'engagent à y fonder un prieuré. Cette église est orientée, c'est-à-dire que l'entrée vient des ténèbres. L'entrée est à l'ouest, là où le soleil se couche, et puis on va remonter vers le chœur, vers la lumière, là où le soleil se lève, c'est-à-dire l'est. On peut voir, quand on est sur le parvis de l'église, 3 bas-reliefs sur la façade qui représentent au centre le couronnement de la Vierge, à gauche le seigneur Guy de Laval, qui aurait été sauvé par un prodige, selon la légende. C'est à l'origine du premier édifice en ce lieu. Il aurait été sauvé de la noyade par la Vierge Marie qu'il avait implorée. Et à droite, nous avons le vœu de Monseigneur Vicard, le premier évêque du diocèse de Laval, le 20 janvier 1871. Il s'était engagé, à la demande de ses paroissiennes, je crois, de restaurer la flèche d'Avénières si la Vierge Marie préservait la ville des armées prussiennes. Et le lendemain, les Prussiens qui étaient arrivés à Saint-Melaine quittent la Mayenne, font demi-tour, le lendemain de l'apparition dans un petit village du Nord-Mayenne de la Vierge à Pontmain. Le vœu donc sera exaucé et la promesse tenue en 1876. Le plan de la basilique est en croix latine, qui évoque le signe de la rédemption, et la déviation de l'axe du cœur au chevet marque l'inclinaison de la tête du Christ sur la croix. C'est un détail étonnant. Donc bien sûr, comme je vous le disais, l'église est orientée vers le levant, d'où apparaît le soleil, et elle est pourvue d'une large nef à bas-côté, d'un transept saillant et d'un chevet à déambulatoire avec des chapelles rayonnantes contiguës qui lui donnent énormément de charme vu de l'autre côté de la Mayenne. Ça me fait souvent penser, cette basilique vue à l'est, à une poule et ses poussins. Les 5 petits poussins sont bien lovés contre elle. Et l'ensemble est vraiment magnifique et très, très bien proportionné. Dans cette église, il y a un heureux mélange de style gothique en partie supérieure et de la Renaissance à la base. Et puis, dès qu'on est au fond de la nef, le regard est attiré par la statue du Christ, 15e siècle. Les yeux mi-clos qui dominent le chœur. Aux extrémités de la croix, il y a des quadrilobes peints au symbole des évangélistes que vous connaissez bien tous. Luc, le taureau, Jean, l'aigle, Marc, le lion et Matthieu, l'homme. Au-dessus, dans une arcade, veille Notre-Dame d'Avénières. Elle est haute de 65 cm, son corps est sculpté dans la pierre calcaire et sa tête en bois atteste d'une restauration moderne. Elle a de magnifiques vêtements, bien sûr, et cette statue daterait du XIVe siècle. La majorité de l'édifice est l'œuvre des constructeurs du Moyen Âge. La nef a 3 travées, les bas-côtés surbaissés sont voûtés d'arêtes, et comme la nef et le chœur, ils sont éclairés par des fenêtres en plein cintre.
Ce qui est remarquable aussi, ce sont les nombreux chapiteaux qui ornementent le chœur et son pourtour. Et ils ne sont pas tous de la même époque. On peut y admirer des dizaines de décors différents, entre lards, rinceaux, crossettes, masques humains, faune imaginaire, flore, et l'on dit qu'ils sont de styles très différents, d'origine bretonne, angevine ou même normande. Alors si l'on commence par le nord, la première chapelle rayonnante abrite la Vierge au lait, en bois polychrome du XIIIe ou du XIVe siècle. On remarquera sa disproportion entre la tête et le corps des personnages. C'est très typique du Moyen-Âge c'était destiné à humaniser les statues. Et l'enfant Jésus est debout sur les genoux de sa mère, ce qui est assez rare, avec un visage mi-enfant et mi-adulte. On remarquera devant cette statue de la Vierge au lait toujours des petites bougies qui sont allumées tous les jours, parce que de nombreux fidèles et pèlerins s'arrêtent souvent devant cette Vierge polychrome. On lui confie une intention, on dépose une bougie ou même un bouquet. Le chemin de croix est réalisé par M. Gruer, qui est un artiste de la Sarthe et qui nous accompagnera tout le long de notre visite. Une autre statue remarquable dans la chapelle de Notre-Dame de Pitié, c'est là où il y a le tabernacle. À droite, un vitrail représente la mort de Saint Joseph. Et en dessous, vous avez une magnifique piéta d'origine bretonne en terre cuite du XVIIe siècle. Passons au bras sud du transept qui est consacré aux 14 prêtres martyrs guillotinés en haine de leur foi le 21 janvier 1794 pendant la Révolution. Il y a un monument funéraire avec l'inscription « Dieu et le roi » qui rappelle leur mémoire. Au-dessus, il y a un vitrail de l'artiste Max Ingrand qui les symbolise avec 14 palmes. Je vous recommande de bien regarder ce vitrail qui est d'une très grande beauté. Les corps de ces prêtres martyrs ont été transférés dans le chœur après leur béatification en 1955. Ensuite, on peut pénétrer au nord, revenir vers le nord et pénétrer dans la chapelle du couronnement de la Vierge qui a été construite en 1974. On y voit un très beau vitrail du XVIe siècle qui illustre ce couronnement de la Vierge et il surplombe l'autel où la messe est célébrée au long de la semaine. Alors on ne peut pas repartir de l'église de la basilique de Notre-Dame d'Avennières sans parler des vitraux. Parce que les bas-côtés, comme les chapelles du déambulatoire, comportent de magnifiques vitraux contemporains, ce qui est à remarquer, de l'artiste Max Ingrand, qui ont été dessinés en 1945. Les vitraux du nord sont donc à gauche, quand vous êtes situé au fond de l'église, sont consacrés aux prières de confiance à Marie, et ceux du sud aux litanies de la Vierge. Et sur chacun d'eux figure la couronne de la Reine des Cieux. Et puis lorsqu'on repart du chœur de l'église, on voit dans le fond de la basilique 2 immenses statues qui encadrent la porte principale de la nef. Il y a le Saint-Sauveur, daté du XIIIe au XIVe siècle. C'était très étonnant, c'est le Christ qui est coiffé d'une tiare à 3 rangs. Il est vêtu d'une longue robe sans couture et il s'élève sur la pointe des pieds. Il a les paumes ouvertes, en signe de bénédiction ou d'adieu et dans un mouvement d'ascension. À ses côtés, un Saint Christophe immense aussi, statue en bois qui mesure 3,50 m de haut et qui a été exécuté en 1583 en vertu d'une délibération des habitants d'Avennières. On ne peut qu'encourager chacun à venir visiter ou revisiter cette basilique où il règne une atmosphère priante, un peu rassurante. Et j'ajoute que la dévotion à Notre-Dame d'Avennières est toujours extrêmement vivante. Et Monseigneur Charrer avait relancé auprès des paroissiens, des Lavallois ou même des Mayennais, l'idée d'un pèlerinage le 8 décembre, chaque 8 décembre, le soir. Les pèlerins se retrouvent devant le vieux pont et ils cheminent avec des lumignons en priant et en chantant la Vierge Marie. Ils cheminent au bord de la rivière jusqu'à l'église d'Avennières où l'évêque et tous les autres paroissiens les attendent pour une messe magnifique le 8 décembre au soir. Et le long de la Mayenne, un petit bateau conduit par Bénédicte Gauthier qui a son bateau sur la Mayenne et qui fait d'ailleurs passer les permis bateaux. Sur ce bateau conduit par Bénédicte s'avance la statue de Notre-Dame d'Avennières sur les flots qui avancent doucement en accompagnant les pèlerins à pied. Et tout le monde se retrouve donc devant l'église d'Avennières. La statue de la Vierge est remise
tout en haut du chœur. Ce sont des très beaux moments qui parlent de la foi toujours vive des Mayennais envers Notre-Dame d'Avennières. Et pour une visite bien plus complète, je vous conseille la visite commentée avec votre smartphone, que vous pouvez consulter sur place ou bien sur votre ordinateur en allant sur le site du diocèse ou même sur le site Paroisse La Trinité, Avennières-Cordeliers. Ce système vous permet une visite très vivante, très conviviale. Vous pouvez écouter les commentaires variés et bien approfondis, soit dans l'ordre proposé, soit sur l'image de l'œuvre souhaitée. Et cette visite passionnante, je vous la recommande avec votre smartphone, est le résultat d'un grand travail de Yves et Marie-Hélène Guière, responsables de la commission d'art sacré du diocèse de Laval, donc à utiliser sans modération. Alors, comme promis, maintenant, je donne la parole au président de l'association, toute nouvellement créée, l'association de sauvegarde, je ne sais pas quel est son nom, à Emmanuel Paris. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Depuis quand cette association est-elle créée? Et puis, pourquoi avoir créé une association? Et comment s'appelle-t-elle déjà? Alors, l'association s'appelle Les Amis de la Basilique d'Avennières, tout simplement. Sa création a été un petit peu compliquée pour une raison assez simple, c'est que elle a été portée, si j'ose m'exprimer, sur les fonds baptismaux juste au moment du Covid. Ah, zut. Et donc, à l'époque, on s'est dit, il y a peut-être d'autres urgences à gérer. Oui. Du coup, ça a pris un petit peu de temps et dans la réalité, elle est arrivée, je dirais, courant 2022. Alors, à l'origine, un prêtre que tout le monde connaît, dont Pierre-Antoine, qui, je vais dire ça avec humour, nous a tous nommés. Ah, carrément. Un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « Emmanuel, je sais que tu aimes bien la basilique. Est-ce que tu voudrais être président de l'association ?» Ah, carrément, oui. Carrément. Et puis, je crois qu'il a fait la même chose avec le trésorier, avec la secrétaire, avec Jean-Philippe, qui est membre du bureau. Et puis, finalement, on s'est tous laissés emmener sur cette barque, comme des moussaillons avec notre capitaine, dom Pierre-Antoine. Alors, pourquoi il m'a demandé? Je vais dire, entre guillemets, j'étais cafeté par son vicaire de l'époque, don Armand, que j'avais rencontré à plusieurs reprises, et je lui avais dit, cette basilique, je l'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup d'abord parce que c'était l'église où j'allais avec mes enfants quand ils étaient petits à la messe. J'ai 3 enfants qui ont été baptisés là. Ah oui. Et un jour, alors que don Armand venait de baptiser mon petit-fils, au déjeuner, je me suis entretenu avec lui, et il m'a dit, bon, est-ce que vous avez envie de monter tout là-haut? Il la connaissait bien alors, cette basilique? Alors ça, je vais dire, je me demande comment il a fait, parce qu'il est resté peu de temps, Oui. et il connaissait tout par cœur, toute l'histoire, il connaissait tous les recoins de cette basilique. C'était quand même un très jeune prêtre, hein, je ne sais pas quel âge il avait, mais ceci étant, il connaissait tout par cœur. Et donc, il m'a raconté toute l'histoire de la basilique, et du coup, on a longuement échangé, et comme par hasard, quelques semaines après, don Pierre-Antoine, son curé, son chef, si j'ose m'exprimer ainsi, m'appelle. Et puis, j'ai pas eu ne serait-ce qu'une seconde l'idée de refuser. Donc, on est parti. Voilà comment ça s'est créé. Et quel était le but alors? Quel est le but de cette association? Le but, il est assez simple. Nos églises, vous le savez, appartiennent à l'État, sauf les cathédrales, appartiennent aux mairies, pardon, oui. Sauf les cathédrales qui appartiennent à l'État. Et l'évêché n'en est qu'affectataire. De ce fait, tout l'entretien relève de l'État ou des collectivités locales. Mais le petit problème, c'est qu'aujourd'hui, on va vers un manque de moyens colossaux. Et de ce fait, les collectivités ou l'État font ce qu'il faut faire de manière indispensable. Autrement dit, le clos et le couvert, oui, le gros œuvre, on va dire. Et tout le reste, ça reste un petit peu en déshérence, faute de moyens.
Donc on s'est dit, cette basilique, elle est magnifique. Il y aura des choses à faire dans le temps. Alors bien évidemment, on parle du temps long. On ne va pas tout faire en 5 minutes, c'est évident. Mais on se lance et on va essayer de voir ce qu'on peut faire et voir si on peut avoir des projets visant à restaurer un certain nombre de choses. Ce n'est pas simple, mais on y va. Et alors, qu'est-ce qui serait prioritaire au niveau de la restauration pour vous, enfin pour l'association? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être prioritaires, mais après, toute la difficulté, c'est qu'il faut aussi se mettre d'accord avec la mairie, puisque on ne peut rien faire sans leur accord, et je dirais même plus, sans ce que je vais appeler leur co-maîtrise d'œuvre. Ils sont les propriétaires, ne l'oublions pas, depuis la loi de 1905. Donc, partant de là, il faut se mettre d'accord, et déjà, ça a pris un petit peu de temps de déterminer quels pourraient être des projets prioritaires. Et on s'est dit, bien, on a un orgue, il est beau d'ailleurs, Jean-Philippe pourra vous en parler, mais le problème, c'est que ça a besoin d'entretien, un orgue. Ça a besoin même plus que d'entretien. Ça a besoin d'un certain nombre de choses de restauration. Et pourquoi pas mettre en œuvre ce premier projet. Et là, on a trouvé un terrain d'entente, je dirais, sur le principe. On n'est pas encore aux formalités, mais on a trouvé un terrain d'entente sur le principe avec les services de la mairie, qui, eux, sont très contents qu'on puisse, entre guillemets, s'en mêler pour essayer d'aller chercher de l'argent pour le faire. C'est toujours ça de moins pour les collectivités locales. Et en même temps, nous, on se dit, un bel orgue dans une belle église, c'est super. Et après l'orgue, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu en péril? Les vitraux sont en bon état, j'ai l'impression. Max Saint-Grand, enfin, magnifique. Sachant que les vitraux sont en général une priorité des collectivités locales, parce que qui dit vitrail atteint, dit clos et couvert, donc dit forcément une priorité. Mais ce n'est pas a priori un gros problème à venir. Et au niveau statuaire? Surtout, il y a toutes les petites chapelles. Mais après, ce sont des budgets colossaux. Donc, commençons par le début, montrons que le projet de l'orgue va marcher, et si le projet de l'orgue marche, on essaiera de négocier avec la mairie d'autres choses derrière. Oui. Alors, je passe la parole à Jean-Philippe Horry. Donc, vous êtes organiste titulaire de l'orgue de Notre-Dame d'Avennières. Vous êtes aussi organiste dans d'autres lieux, à Laval, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, bonjour. Excusez-moi, oui, bonjour Jean-Philippe Horry. En fait, on est répartis notamment sur la paroisse Trinité-Avennières-Cordeliers. On est un certain nombre d'organistes. Et en fait, on tourne un petit peu sur les différents orgues de la basilique, de la cathédrale et Notre-Dame des Cordeliers. Et donc, sur chaque église, il y a un titulaire qui est en fait surtout, je dirais, responsable de l'instrument, du suivi de son état, de quand il y a besoin notamment de faire des projets comme celui dont on va parler pour Avennières. Et donc c'est surtout ça son rôle, de s'occuper de l'instrument. De la bonne santé de l'orgue dont vous êtes titulaire. Voilà. Ouais. Et donc vous avez remarqué qu'il y avait des travaux nécessaires pour cet orgue. Il est très beau, je ne le connais pas. Oui, c'est effectivement un bel instrument. Il date de 1895, donc il est assez ancien. Il a été construit par Louis de Bière, donc un facteur nantais, qui est celui qui a fait également l'orgue de Saint-Vénérand. Donc qui est aussi un projet de restauration. Et donc il y a eu déjà diverses restaurations ou travaux sur cet instrument. En fait, on considère qu'à peu près tous les 30-40 ans, les orgues ont besoin d'un bon entretien. Un petit check-up. C'est ça, parce que ça s'use, ça bouge, etc. Et donc il y a eu effectivement, donc, dans les années 30-60, des travaux, et la dernière restauration date de 1995. Donc on est presque à 30 ans
Et donc c'est pour ça que y a effectivement des besoins. Le facteur d'orgue qui entretient l'orgue régulièrement, donc il vient tous les ans pour accorder, faire les petits travaux d'entretien, a constaté que y a un certain nombre de choses qui commencent à vraiment s'user. Et l'idée donc de ce projet, c'est de se dire n'attendons pas 10 ou 20 ans où là peut-être que l'orgue ne marchera plus parce que ce sera tout dégradé. Et donc même si aujourd'hui il fonctionne correctement et on l'utilise régulièrement pendant les offices, mais voilà, il y a des petites choses, on voit que ça commence à s'user. Il y a notamment pas mal de fuites un peu partout. Donc pour un orgue, c'est un petit peu gênant. Et donc voilà, on s'est dit, ça peut être l'occasion, et avec le projet de l'association qui se crée, de se dire, on fait un entretien qui va pas être un entretien, je dirais, d'ampleur exceptionnelle, mais justement avec un budget qu'on va essayer de limiter, mais quand même conséquent, permettre de refaire partir l'orgue pour 30-40 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi ce qu'on appelle un orgue de chœur à Vénières ? Alors pas à Vénières, non. En fait, la basilique est pas très très grande, donc le grand orgue suffit. À la cathédrale, il y en a un, mais il n'y en a pas à la basilique. Et alors, pour étayer ce projet d'association et en faire parler, sans doute aussi, vous avez l'intention de donner 2 concerts, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc le week-end du 19-20 octobre, donc on a prévu 2 concerts. Donc le premier, ce sera le samedi soir à 20h30. Il y a un chœur corse qui va venir, le chœur de Sartène. Donc c'est un chœur dont Pierre-Antoine avait fait venir il y a déjà quelques années, et donc qui a proposé de revenir. Donc on s'est dit que dans le cadre de ce projet de restauration de l'orgue, pour faire un week-end musical, ça pouvait être intéressant qu'ils y participent. Et le lendemain, donc le dimanche 20 octobre à 16h, il y aura un concert d'orgue, là cette fois-ci, avec Juliette Grelty-Boviel. Ah, bien connue, oui. Voilà, connue des Mayennais, donc qui est professeur d'orgue, donc plutôt dans le sud Mayenne, et également donc titulaire à Boulogne-Billancourt et à Saint-Gervais à Paris. Et donc elle a, je la connais bien, donc je lui avais proposé, et elle est d'autant plus contente de donner ce concert que son grand-père, donc Monsieur Delatouche, a été organiste à Vénières. Ah, c'était son grand-père, voilà, monsieur. Oui. Ah, je savais pas qu'elle avait un lien comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est vraiment très contente de pouvoir participer à ce projet. C'est pour ça que vous lui laissez avec beaucoup de délicatesse la place. Bien sûr, tout à fait. Vous aurez d'autres occasions peut-être de donner des concerts. Alors, ce sera peut-être payant pour donner un petit coup de départ, ou alors au chapeau, ou comment vous organisez ? Le concert corse est payant parce que nous ne sommes pas les organisateurs. Nous venons nous greffer sur ce concert pour, je dirais, faire un petit peu de pub, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc il sera payant. Le concert du lendemain n'est pas payant. Ce sera, entre guillemets, à votre bon cœur, avec une quête qui sera faite pour, justement, permettre d'apporter un tout petit peu d'argent. Mais c'est pas forcément ça le sujet. Le sujet, c'est aussi de faire connaître notre action pour arriver derrière à trouver des gens qui vont adhérer et nous suivre dans le projet. Et vous avez déjà établi le montant de l'adhésion pour être membre de l'association, ou tout ça est en cours ? Alors, l'adhésion, c'est, je dirais, symbolique, puisque c'est 10 € par an, donc c'est symbolique. Comme souvent, oui. Comme souvent. Et après, si on veut être membre bienfaiteur, on fait ce qu'on veut. Voilà. Avec droit à un abattement fiscal, c'est ça ? Alors, pour l'instant, non. Non. Parce que pour avoir droit à l'abattement fiscal, il faut être reconnu d'utilité publique, ce qui est une procédure très très complexe et aujourd'hui qu'on n'arrive plus à avoir. En revanche, l'idée pour les travaux, c'est de s'adosser à la Fondation du patrimoine. Elle pourra récupérer des dons, eux défiscalisés. Voilà. Très bien. Alors c'est aussi pour ça qu'il nous fallait arriver à avoir un accord absolu de la mairie, puisque ça va en quelque sorte être une convention tripartite entre la mairie, la Fondation du patrimoine et nous. La mairie, elle est le maître d'œuvre, la Fondation du patrimoine, elle est le collecteur, et entre guillemets, nous sommes les commerciaux. Oui, les commerciaux et gestionnaires quand même aussi. Gestionnaires
Pas forcément, dans la mesure où c'est un bien qui appartient à la mairie. Donc Oui, c'est la oui. mairie. On peut parler de co-maîtrise d'œuvre, éventuellement. Oui, c'est ça. C'est un très beau projet en tout cas, et puis je trouve que le programme avec les chœurs corses et le concert d'orgue le lendemain, alors on rappelle, 19 octobre, le chœur corse à 20h30. 20h30, c'est ça. Oui. Et le lendemain, le dimanche, 20 octobre, à 16h, un beau concert de Juliette. Petit Boviel. Voilà, je vous laisse prononcer son nom. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nos studios pour parler de cette association. Bien sûr qui peut récolter des legs, des dons, tout ça. Je dirais, on est preneur de tout. Il faut savoir que nous sommes sur quand même des budgets au niveau de l'orgue de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ce n'est pas rien. Mais tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Voilà. Alors merci beaucoup et puis longue vie à la nouvelle association Les Amis de Notre-Dame d'Avenières.